Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Nous sommes le 24 décembre, veille de Noël. On est ensemble jusqu'à midi. Marie-Gabrielle Ménard au microphone. Et je vous l'ai dit un petit peu plus tôt qu'on était un vrai service public. On vous lit et on réagit. Grâce à Justine Bertrand, celle qui a plus de yeux que l'animatrice. Alors, Daniel de Marieville, voilà. Vous souhaitiez des prévisions météo un petit peu plus long terme. Je vous comprends. Peut-être que vous allez prendre la route dans les prochains instants. Bien, sachez qu'en ce moment, donc, moins 7 degrés pour la grande région de Montréal. On attend encore peut-être un petit peu de flocons vers la fin de l'après-midi, mais rien à voir là, avec ce qu'on a reçu la nuit dernière. Demain et après-demain, 25-26 décembre, plein soleil, une belle journée pour sortir les patins puis aller digérer ce qu'on va trop manger ce soir, voilà. Moins 10, moins 11 à peu près là, pour mercredi, jeudi. Un petit peu plus ennuagé vendredi. Puis je dirais qu'il faut en profiter parce que la fin de semaine prochaine, ça peut changer, là, mais Redoux, on va être autour de 5 degrés. Puis là, la pluie s'avance. Alors, vraiment, profitons de la belle neige actuelle parce que je pense qu'elle restera pas très, très longtemps. On en aura d'autres, mais là, voilà, on a une petite fenêtre à saisir autour des 3-4 jours à venir. Merci, Daniel, de nous écouter. Merci de nous avoir écrit. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, son sujet de thèse a vraiment piqué notre curiosité. Puis on s'est dit qu'en cette période des fêtes, des fois on a un peu plus de temps. Est-ce qu'on passe plus de temps sur les applications? On va en nommer une. Tinder. Peut-être. On dirait que dès qu'on évoque le nom de cette application-là, ça fait réagir. Ça fait sourire ou, je sais pas, les gens évitent d'en parler. On dirait que c'est pas neutre comme tel. Elle a accepté de nous accorder une entrevue. On joint Maude Lecomte. Elle est chargée de cours au département de sexologie. Bonjour, Madame Lecomte. Bonjour. Merci de nous accorder du temps ce 24 décembre. Madame Lecomte, votre thèse s'intitule « Utilisation de Tinder, une étude exploratoire ». Les applications de rencontres, là, il y en a plein. Grindr, Bumble, Appen, je peux en nommer d'autres. Pourquoi Tinder? Pourquoi celle-là a piqué votre curiosité? Il y a une question aussi au moment où j'ai commencé, il y avait Tinder qui était disponible, ou du moins qui était largement utilisé. Les autres n'avaient pas, certains n'étaient pas encore disponibles. Là, on parle de quelle année à peu près? J'ai commencé en 2012, donc Tinder venait juste de sortir. Ma collecte de données a été faite en 2015, donc c'est sûr que c'était la plus utilisée à ce moment-là. Et c'est encore la plus utilisée aujourd'hui, même s'il y a des recherches maintenant sur Bumble, très peu sur les autres, par exemple. Bon, alors c'est Tinder encore qui domine. Et puis là, on parle vraiment là de millions d'usagers et usagères. Oui, absolument, à travers le monde. Les statistiques sont quand même impressionnantes encore aujourd'hui. On a l'impression, c'est sûr, que quand on nomme cette application-là, qui se veut une application de rencontre, que c'est ça l'objectif premier. Ce que semble démontrer votre thèse, c'est que oui, mais pas que. Effectivement, parmi les surprises de ma collecte de données, ce que j'ai remarqué, c'est que parmi les usages les plus fréquents, il y a le jeu. Le jeu? Le plaisir que procure l'utilisation de l'application elle-même, que ce soit seul ou en groupe, pour rire pendant un souper ou pour se divertir, un peu comme on le fait avec nos actualités Facebook, qu'on va avoir une utilisation qui est très réflexe, donc ouvrir son Facebook, actualiser pour voir c'est quoi les nouvelles, puis finalement, lire à moitié en diagonale ou pas du tout et refermer. On remarque un peu la même utilisation avec Tinder. Les études récentes reconfirment cette idée-là, donc c'est définitivement un constat qui semble pérenne, l'utilisation de Tinder en particulier pour le loisir. Puis on aurait pu penser, avec ce que vous avancez, que ça aurait mis à mal, en fait, l'application, parce que là, finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être des millions de personnes qui sont pas vraiment là pour rencontrer, fait que l'application a peut-être moins son effet, mais c'est pas ça du tout qui se passe. C'est-à-dire quoi? Tout le monde accepte les règles souples d'utilisation? Oui, absolument. En fait, même les gens qui l'utilisent dans un objectif purement ludique ont quand même l'espoir, à un certain point, de faire des rencontres. OK. Personne qui est inscrit exclusivement pour le loisir, mais souvent qui motive l'utilisation au quotidien, puis la durée de l'utilisation, donc pourquoi les gens y restent, même lorsque les résultats sont pas au rendez-vous, c'est parce que c'est plaisant à utiliser.
Est-ce que l'angle des usagères est très, très, très large ou ça demeure un profil étroit? Qui est sur Tinder? Tout le monde. Pas exclusivement sur Tinder. Là, maintenant, il y a quand même mis des milliers d'applications. Donc, il y a certaines personnes qui vont aller vers des applications plus nichées. D'autres vont en avoir 3, 4, 5. Mais ça concerne tout le monde. Il y a peu d'études sur les personnes de 50 ans et plus parce que, bon, il y a plusieurs enjeux, là, notamment l'âgisme, mais l'idée qu'ils ne sont peut-être pas là, sur ce genre de technologie-là, ce qui est de plus en plus faux. Mais ça rejoint toutes les tranches d'âge, toutes les personnes, peu importe. Donc, on présume aussi que c'est pas tous non plus des célibataires. Là. Si le ludisme s'invite là-dedans, on connaît peut-être mal le profil de ceux et celles avec qui on interagit. Il a été documenté plus récemment qu'il y avait de plus en plus de personnes en couple ou déjà en relation sur les applications de rencontre. Intéressant. Mais là, il ne faut pas tirer de conclusions trop rapidement. Mm-hmm. Il y a de plus en plus... Les configurations relationnelles ont beaucoup changé. Ils sont très diversifiés. Donc, est-ce que nécessairement c'est de l'infidélité ou ça fait partie des ententes à l'intérieur d'une relation? C'est dur de prétendre là, à quoi que ce soit du fait qu'il y a de plus en plus de personnes déjà en relation sur les applications. Oui, ce sera un raccourci. Puis là, comme nous avez exposé que pour certains, c'est un catalogue comme on consulterait autre chose. C'est un peu inoffensif quand même, finalement. Oui, exact. Ça peut être décevant pour les personnes qui sont vraiment dans l'objectif de rencontrer l'amour, savoir qu'il y a une partie des gens qui y sont exclusivement pour le loisir, mais un n'exclut pas l'autre. Il y a une sous-représentation féminine. C'est ce qui se dégage en ce moment, donc beaucoup plus d'hommes sur Tinder que de femmes? C'est plus ou moins vrai. C'était vrai à l'époque des sites de rencontres. La plupart des études avaient documenté vraiment une surreprésentation d'hommes sur les sites de rencontres. Ça a quand même considérablement diminué avec les applications. Ce qu'on sait, c'est que si on regarde comme présentement, il y aurait effectivement un peu moins de femmes que d'hommes, mais les femmes ont autant de chances d'en faire usage à un certain point là, dans leur vie que les hommes. Fait qu'il y a moins de disproportion qu'il y a déjà eu par le passé. Oui, exact. C'est fait qu'elle y reste un petit peu moins longtemps. Comme vous êtes au département de sexologie, Maude Lecomte, c'est sûr que les relations interpersonnelles, ça vous intéresse. Une application de rencontre, on se présente d'une telle ou telle façon et là, ben, en tout cas avec la configuration de Tinder, ça passe forcément et de façon primaire avec des photos. Oui, absolument. C'est la grosse différence entre les applications de rencontre et les sites qui les ont précédés. C'est l'aspect très visuel. Les applications de rencontre reposent presque exclusivement sur les photos. Même si on prend Tinder, il doit y avoir un intérêt sur la première photo pour cliquer, pour ensuite obtenir là, des informations démographiques, un texte écrit et avoir accès aux autres photos. Là, ce que votre thèse dégage, c'est qu'on a beau être, nous les humains, là, des décodeurs de signes, on n'est pas bien bon pour présumer d'une personne que par sa photo. Effectivement, oui, qui a été observé, qui l'est encore là, dans des études beaucoup plus récentes, c'est qu'on va inférer énormément de caractéristiques par les photos des gens, caractéristiques qui sont souvent soutenues par nos préjugés personnels ou les stéréotypes des milieux dans lesquels on navigue. Donc, par exemple, quelqu'un qui va mettre une photo avec un vélo, les gens vont déduire que cette personne est nécessairement une cycliste aguerrie et ensuite, on va être déçus de voir que cette personne n'est pas une cycliste. Oui, puis c'est un peu la même chose avec le fameux verre de vin. Là. Il y a beaucoup de photos de gens qui sont probablement dans un événement où ils se trouvaient un peu beaux. Et ils ont un verre à la main. Et c'est pas neutre comme information. Exact. Les gens vont souvent déduire que c'est, par exemple, quelqu'un qui consomme sur une base régulière ou qui sort dans des événements mondains sur une base régulière, alors qu'effectivement, c'est peut-être la seule photo que la personne trouvait avantageuse, quelqu'un qui ne se prend pas souvent en photo, qui n'accepte pas souvent d'être pris en photo. Là, on va déduire plein de choses, là, des photos, la qualité du français écrit aussi. Puis là, évidemment, on est dans une époque cruelle, obsédée par l'image. Ça veut dire
que certaines sont comme d'office défavorisées. On n'est pas photogénique, notre charisme n'est pas représenté, notre énergie, ma voix, les gens l'entendent. Si je me tais, c'est une information manquante qui me constitue. Est-ce que c'est... Ben, j'ai pas de solution, mais c'est assez réducteur quand même de se présenter à l'autre avec une photo. Ça peut l'être, effectivement, mais l'idée sous-jacente, c'est de représenter un peu l'idée du coup de foudre. Aha! Quelque chose qui nous attire, qui nous fait réagir, qui nous fait swiper à droite, qui n'est pas rationnel nécessairement. Donc, l'idée, c'est de reproduire un peu cette instantanéité-là. Certaines personnes qui, pour X raisons, savent mieux se mettre en valeur sur des photos ou ont une plus belle prose, auront peut-être plus de succès que d'autres, mais ça ne sera pas toujours les mêmes personnes nécessairement. Est-ce que, j'imagine, une thèse, ça sert à ça. Avez-vous changé votre fusil d'épaule? Aviez-vous déjà un regard, vous, critique à l'égard de Tinder, et puis cette étude-là vous a fait voir l'application vraiment d'une toute autre façon? Oui, absolument. J'ai commencé avec un regard d'utilisatrice, qui est généralement pas super neutre. Et suite à ma recherche, puis à ce que je lis aujourd'hui sur le sujet, évidemment, mon regard sur les applications est beaucoup plus neutre, beaucoup moins négatif, et je prétends moins qu'elles ont eu des impacts fondamentaux sur notre société. Je les vois plus comme des outils aujourd'hui. Oh, la recherche qui ébranle les certitudes. J'aime ça, moi. Maude Lecomte, vous êtes chargée de cours au département de sexologie de l'UQAM. Merci, on est le 24 décembre. Là. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On sait qu'il y a bien des gens qui vont être sur Tinder ce soir et au cours des prochains jours. Fait que peut-être que ça va nous faire voir l'application de façon un peu différente. Merci, Madame Lecomte. De rien.